En génie civil, l'erreur n'est pas une option. Pourtant, certains chefs-d'œuvre cachent des secrets terrifiants. Pourquoi ce bâtiment tient-il encore? Est-ce du génie ou de la pure chance? Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses du béton et de l'acier pour voir ce que personne ne vous montre. Regardez ce pont. En 1940, le Tacoma Narrows s'est mis à danser comme un ruban avant de s'exploser. Le coupable? Pas le poids, mais le vent. On appelle ça la résonance aéroélastique, une leçon payée au prix fort qui a changé la construction des ponts à jamais. Avant les satellites, comment faisait-on? Des cordes, des niveaux à eau et des chaises d'assises en bois. Tracer une courbe parfaite sur un terrain boueux avec une simple ficelle, c'était de l'art pur. Mais la moindre erreur de 1 cm à la base se transformait en catastrophe au sommet. Avant de continuer la vidéo, sache que j'aime tellement le poulet. Si toi aussi tu adores manger du poulet comme moi, n'hésite pas de t'abonner. Merci. Bienvenue en 2026. Fini la ficelle. Place au GNSS et aux stations totales robotisées. On scanne le terrain au laser et on implante au millimètre près. Si le laser dit que c'est là, c'est bien effectivement là. La marge d'erreur? Pratiquement zéro. Il n'y a rien de plus satisfaisant qu'un béton parfaitement coulé. C'est le moment critique où le liquide devient pierre. Un bon mélange, une vibration correcte pour chasser les bulles d'air, et vous obtenez une structure qui défiera les siècles. On ne bâtit pas sur du sable. Enfin, normalement. Mais comment font-ils à Dubaï ou au Japon? La géotechnique, c'est l'art de transformer un sol mou en socle d'acier. Parfois, il faut enfoncer des pieux à plus de 100 mètres de profondeur, juste pour trouver un appui solide. Sans une étude de sol parfaite, le plus beau gratte-ciel ne devient qu'une tour de Pise en devenir. L'eau est le pire cauchemar de l'ingénieur. Elle s'infiltre partout, elle pousse contre les murs, elle ronge le ferraillage. Regardez ces fondations de piscine. Si l'étanchéité échoue, c'est toute la structure qui explose sous la pression. Maîtriser l'eau, c'est garantir que votre œuvre traversera les décennies sans une ride. Le béton seul est fort en compression, mais nul en traction. C'est là que l'acier entre en jeu. Ce treillis métallique, c'est le squelette qui permet aux bâtiments de ne pas craquer sous leur propre poids ou lors d'un séisme. Chaque barre, chaque ligature a un rôle vital. Un seul oubli et c'est la fracture assurée. Vous pensez qu'un centimètre ne compte pas sur un chantier de 50 mètres? Détrompez-vous. En 2014, une erreur de quelques centimètres sur la largeur des nouveaux trains français a coûté des millions. En génie civil, l'implantation, c'est le moment de vérité. Si votre point de départ est faux, votre arrivée sera un désastre financier. Un chantier qui finit en cauchemar. L'implantation, c'est l'étape où tout se joue. C'est le moment précis où on passe du dessin sur papier à la réalité du terrain. Une erreur de 10 cm ici, et c'est toute la structure qui en pâtit plus tard. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réussir une implantation parfaite, étape par étape, pour que vous puissiez dormir sur vos 2 oreilles. Étape 1. L'analyse et la préparation du site. Tout commence bien avant de sortir les outils de mesure. La première règle de l'art, c'est la reconnaissance. Avant toute manipulation, vous devez vous assurer que le terrain est prêt. Il doit être dégagé, décapé et propre. Mais surtout, vous devez localiser les bornes de propriété posées par le géomètre. Ce sont vos repères sacrés. Sans eux, vous avancez à l'aveugle. Prenez également le temps de confronter les plans. Vérifiez que les dimensions indiquées sur le plan de masse correspondent bien à la réalité physique du terrain. Un simple doute? N'hésitez pas, mesurez à nouveau. Étape 2. Le traçage et l'installation des chaises. Une fois le terrain préparé, nous passons à la matérialisation. C'est ici qu'entrent en scène les fameuses chaises d'implantation. Ces dispositifs en bois ne sont pas là par hasard. Ils servent à conserver vos axes même après que les engins auront creusé les fondations. Installez vos chaises à une distance raisonnable, environ
1,50 m à 2 mètres derrière l'emprise des futures fouilles. Pourquoi cette distance ? Pour qu'elle reste stable et hors de portée des pelleteuses. Utilisez des vis ou des clous sur la traverse horizontale de la chaise pour fixer vos cordeaux. Ces fils tendus représenteront les nus extérieurs de vos murs. Étape 3. Le nivellement et le trait de niveau. Enfin, une bonne implantation n'est pas seulement horizontale, elle est aussi verticale. C'est ce qu'on appelle le nivellement. À l'aide d'un niveau optique ou d'un niveau laser, vous devez établir votre point de référence altimétrique, souvent appelé le point zéro. À partir de ce point, marquez sur vos chaises ou sur des piquets fixes le trait de niveau, généralement situé à 1 mètre au-dessus du futur sol fini. Ce trait sera la boussole de tous les corps d'État qui interviendront après vous. Le maçon, le menuisier et même l'électricien se référeront à ce marqueur pour positionner leurs éléments. Conclusion. En résumé, réussir une implantation, c'est accepter de perdre du temps au début pour en gagner énormément par la suite. C'est un mélange de calculs mathématiques, de bon sens paysan et de technologie. Gardez toujours à l'esprit ce vieil adage du métier. Mesurez 2 fois pour ne couper qu'une seule fois. Si vous suivez ces étapes avec patience, votre chantier démarrera sur des bases saines, solides et surtout parfaitement droites. Comment amène-t-on 500 camions de béton sur un site en plein centre-ville ? C'est une danse millimétrée. Chaque rotation, chaque grue doit bouger sans jamais croiser l'autre. Le génie civil, c'est aussi de la chorégraphie. Une logistique ratée, c'est un chantier à l'arrêt et des milliers d'euros perdus chaque heure. Plus on monte, plus le danger change de visage. À 500 mètres de hauteur, ce n'est plus le poids qui compte, c'est le vent. Saviez-vous que les plus hautes tours du monde sont conçues pour bouger ? Si elles étaient rigides, elles casseraient comme du verre. Regardez cette boule d'acier de 660 tonnes au sommet de la tour Taipei 101. On l'appelle un amortisseur harmonique. Son rôle ? Agir comme un contrepoids vivant. Quand le vent pousse la tour à gauche, la boule part à droite par inertie. C'est une danse millimétrée entre la physique et le chaos. Sans ce pendule, les occupants du dernier étage auraient le mal de mer en permanence, ou pire, la structure subirait une fatigue mortelle. C'est ça le génie civil, transformer une force destructrice en un mouvement contrôlé. Pourquoi mélange-t-on de l'acier et du caillou ? Le béton est comme un athlète de sumo. Il supporte des pressions énormes sans broncher. Mais essayez de l'étirer et il craque instantanément. L'acier, lui, est comme un élastique ultra résistant. En les mariant, on crée le béton armé. Mais attention, ce mariage est fragile. Si l'air ou l'eau s'infiltre jusqu'à l'acier, il rouille. En rouillant, il gonfle, et en gonflant, il fait exploser le béton de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la cancer du béton. C'est pour ça que l'enrobage, cette couche de quelques centimètres entre la barre de fer et l'air libre, est l'étape la plus surveillée sur un chantier. Un seul millimètre de moins et votre pont est condamné à s'écrouler dans 20 ans au lieu de tenir un siècle. Imaginez devoir percer un tunnel sous la mer en partant de 2 pays différents. Vous creusez dans le noir total, sous des millions de tonnes d'eau. Comment être sûr de se retrouver pile au milieu ? C'est ici que la technologie devient de la magie. Aujourd'hui, on utilise des théodolites laser reliés à des satellites GPS.